Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver, surtout après les dernières émissions qui ont fait une audience absolument remarquable. Donc soyez-en ici remerciés. Puis merci aussi, comme chaque semaine, je ne cesse de le répéter à vous, les contributeurs de notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut vous proposer ces entretiens exclusifs chaque semaine. Et je ne cesse pas de le répéter chaque semaine également. Continuez à liker ces vidéos, à les partager, ça permet d'optimiser le référencement. Alors, cette semaine, nous sommes dans la droite lignée des émissions précédentes puisque nous continuons de parler évidemment de cette actualité géopolitique particulièrement grave avec un invité qui était déjà venu il y a assez longtemps maintenant, presque 2 ans sur cette banquette Orange. Je suis particulièrement heureux de le recevoir. Il est député de l'Essonne, président du parti Debout la France et c'est surtout à ce titre parce qu'il est l'un, si ce n'est le seul député souverainiste de l'Assemblée nationale que nous sommes particulièrement heureux de le recevoir. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau, je le disais, cette invitation. Alors, vous l'imaginez, nous allons bien sûr parler des élections européennes, mais avant cela, eh bien, nous allons surtout parler de ce sujet brûlant, à savoir bien sûr celui de la guerre en Ukraine et de ses conséquences en France, particulièrement également après l'intervention du chef de l'État. C'était jeudi dernier. Alors, on revient d'abord, si vous le voulez bien, sur le fameux accord de sécurité avec l'Ukraine que le Parlement a validé il y a quelques jours. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez largement dénoncé cet accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ? Pour 2 raisons. Il y a un problème de forme et il y a un problème de fond. Le plus grave, c'est le problème de fond. Mais quand même, le problème de forme est énorme, puisque le président de la République n'a pas respecté la Constitution française. Un accord militaire qui engage les finances de l'État doit passer par une loi de ratification parlementaire, c'est-à-dire être ratifié en fonction de l'article 53 de la Constitution. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'il a signé cet accord le 16 février, accord qui s'applique immédiatement, c'est écrit, accord qui s'applique pendant 10 ans et qui peut être reconductible année après année. Ça, au mépris de toutes les normes de la Constitution française. Et comme avec Alain Houpert, que je salue, le sénateur Houpert, nous avons fait une procédure devant le Conseil d'État pour dire « mais vous devez consulter le Parlement », au lieu d'utiliser l'article 53, c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant. Il a utilisé l'article 51, où c'est un simple débat de politique générale avec un vote, mais qui n'est pas coercitif. C'est-à-dire si l'Assemblée avait voté non, ou le Sénat, ça n'avait pas d'incidence. Aucune incidence. Donc, on a un homme, garant des institutions, qui les viole. Ça pose problème, et c'est pourquoi je prépare, je peux vous le dire, hein, je prépare une procédure de destitution, parce que là, trop c'est trop. Ça faisait longtemps que je la mûrissais, mais là, vraiment, je pense qu'il viole la Constitution. On en parle beaucoup, mais personne ne l'engage jamais. Je sais, mais moi, je vais l'engager. Voilà, c'est un scoop. Mais je la peaufine, voilà. Qu'est-ce qu'il faut, si c'est pas indiscret, là, un peu de pédagogie la destitution, c'est l'article 68, il faut d'abord déjà un texte. Et il faut un texte sérieux. On ne destitue pas comme ça, par hasard. Donc moi, j'ai accumulé depuis des mois, des années, des éléments d'accusation, oui, graves contre le président de la République, mais je ne voulais pas galvauder cette destitution. Mais là, quand on arrive à la vie, à la mort, à l'engagement des soldats, et au respect de la Constitution, je pense que là, le moment est venu. Maintenant, je vais être très franc, j'ai jamais voulu, comme d'autres, agiter le mot destitution tous les matins, parce que je sais que je suis le seul aujourd'hui, parlementaire, à vouloir la destitution de cet homme. Et qu'il faut déjà 58 parlementaires, députés, 10% de chaque corps, puis après les 2/3. Donc aujourd'hui, il faut être honnête, c'est un geste symbolique qu'il faut le faire. Parce que je pense que beaucoup de Français l'attendent. Mais ce serait mentir aux gens, et je ne veux pas leur mentir, que de faire croire qu'on va y arriver tout de suite. Déjà, la motion de censure, on a du mal, parce qu'il nous a manqué 9 voix. Alors vous imaginez, la destitution, on en est très loin. Simplement, je pense qu'il faut un argumentaire sérieux sur la Constitution. Et là, on l'a pris en flagrant délit, la main dans le sac. Bon, ça c'est le forme. Ensuite, il y a le fond. Et sur le fond, cet accord militaire, je l'ai lu, à la différence de beaucoup de mes collègues. Il peut nous conduire à la guerre, vous pensez vraiment ? Je pense en tout cas qu'il interdit
toute perspective de paix. Il bloque la paix parce qu'il prévoit l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et on sait que c'est une ligne rouge pour Poutine, pour la Russie. Comme, et je veux le dire, comme l'installation de fusées russes à Cuba était en octobre 62 une ligne rouge pour Kennedy. Comme la France n'aimerait pas qu'à Monaco ou en Wallonie, il y ait des fusées chinoises braquées sur Paris. Je veux dire que tout État qui se respecte, toute nation qui a un peu d'ampleur, ne peut pas accepter de voir un revolver sur sa tempe. Et c'est pour ça que dire, dans un accord signé, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, c'est une véritable provocation pour la Russie. Donc vous craignez une escalade? Bien sûr. Et surtout, ça interdit déjà toute perspective de paix. Ça bloque la paix. C'est pour ça que c'est fait. C'est pour ça que c'est fait. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas la paix. Ce que j'appelle les néoconservateurs américains, qui sont d'ailleurs paradoxalement des démocrates, c'est intéressant, ne veulent pas la paix. Ils veulent la guerre. Donc, ils vont déstabiliser dans leur folie la Russie. Soit dit en passant, qui on aurait après Poutine, ce serait quelqu'un sans doute de beaucoup plus dur, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Donc ça, c'est une autre affaire. Donc je reviens sur l'accord. Premier point, l'accord empêche toute perspective de paix. Il est fait pour ça. D'ailleurs, cet accord, c'est une photocopie qui a été donnée à tous les chefs d'État atlantistes de l'Union européenne. C'est le même accord, dupliqué dans différentes langues, qui, d'ailleurs, même Attal l'a reconnu à la tribune, qui est là pour dire, ben voilà, l'OTAN, après avoir avancé en Europe de l'Est, en Pologne, aux États baltes, contre toutes les promesses occidentales, et c'est pourquoi les Russes s'estiment trompés, eh bien, on va avancer encore plus en Ukraine. Bon. Ça, pour moi, c'est une folie. Voilà pourquoi j'ai voté contre. Deuxième point, il y a beaucoup d'autres choses dans l'accord, très intéressant. Il faut le lire. Il est sur le site de la présidence de la République, vous pouvez le lire. Lisez-le. Il y a, par exemple, une absurdité qui a été très bien dénoncée par Guillaume Bigot sur CNews, qui dit, c'est quand même... Il avait une expression amusante, il dit, ils sont dérangés, enfin, mais ils ne sont pas dérangés, ils le font exprès. C'est quand même extraordinaire d'écrire qu'un accord militaire avec l'Ukraine en guerre contre une puissance nucléaire va sécuriser la France. Mais c'est écrit. L'accord militaire avec l'Ukraine va permettre de sécuriser la zone euro-atlantique. C'est écrit. C'était quasiment ce qui est écrit. C'est incroyable. Non mais, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, comme disait je ne sais plus qui, quand il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de frontières, c'est que là, il n'y a plus aucune limite à l'indécence, au mensonge, au cynisme. Ensuite, il y a un autre terme dans l'accord, mais je ne vais pas être trop long, c'est dissuasion active. Ça veut dire quoi, dissuasion active? Ça renvoie au discours de Stockholm. Je ne sais pas si vous avez remarqué, discours de Stockholm, Emmanuel Macron commence à indiquer que la France, sa dissuasion nucléaire, qui pour Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, sanctuarisait le territoire national, c'est une dissuasion de dernier recours pour la France. Ça n'a jamais été tactique. Giscard avait essayé, puis il était revenu en arrière. Eh bien là, Emmanuel Macron, par la grâce du Saint-Esprit, étend la dissuasion nucléaire à l'Europe. Et même maintenant à l'Ukraine. Dissuasion active. Alors il dit, c'est une part d'ambiguïté. Bah oui, mais c'est un changement de doctrine nucléaire. Il manie beaucoup l'ambiguïté sur l'envoi des troupes. On n'a pas bien compris. Moi, jeudi dernier, j'ai rien compris quand il a fait cette métaphore avec Anne-Sophie Lapix. Vous êtes assise, vous pourriez être debout. Je vais vous dire, ce qui est tragique, c'est cet homme, honnêtement. Pourquoi il inquiète les Français? Parce que les Français ne sont pas idiots. Parce qu'il a une pulsion de mort en lui. Et il a une volonté, un égocentrisme et un narcissisme de quelqu'un de malade. Vous savez, il y a eu un livre, C'est malade qui nous gouverne, mais moi je pense que Emmanuel Macron est profondément malade. Et donc, alors est-ce qu'on peut dire qu'il est fou? Non, parce que d'abord je ne suis pas psychiatre, mais à l'œil nu, on voit que cet homme n'est pas bien dans sa tête et dans sa position, puisqu'il a besoin de dire, il est président de la République. Il a été réélu. Quand vous avez été élu président de la République et que vous avez été réélu, vous n'avez pas besoin de dire à tous les instants « je décide ». Vous avez vu jeudi, il a besoin toutes les 10 minutes de dire « je décide ». Et sa jouissance extrême,
je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans son regard et dans sa parole, c'est quand il dit « je décide d'envoyer des soldats ». Il y a quelque chose de malsain, franchement. Parce qu'un chef d'État n'a pas besoin de ça pour exister. Et donc... Vous l'avez déjà rencontré Je l'ai rencontré une seule fois dans ma vie, après l'élection présidentielle. Il m'avait plutôt inquiété. Mais pour autant, je ne veux pas aujourd'hui, a posteriori, imaginer dans ma première rencontre, qui a été la seule, des choses qui ne viennent qu'après. Mais j'ai jamais aimé son regard. Mais bon, ça, que Dupont-Aignan n'aime pas le regard de Macron, tout le monde s'en fout. C'est pas important. Mais quand même, moi, ce qui m'a inquiété dans toutes ces interviews récentes, c'est qu'en fait, à mesure que le pouvoir lui échappe, à mesure que le bilan apparaît dans sa cruauté, bilan financier, bilan économique, bilan sécuritaire, bilan social, je pense qu'il y a chez cet homme une sorte de volonté de puissance, parce qu'il voit que tout lui échappe. Il est impopulaire, il a échoué, il a endetté la France pour plus de 800 milliards d'euros. C'est colossal. C'est bien parce qu'on a une presse oligarchique qu'on n'en parle jamais, très peu. C'était Thierry Mariani du Rassemblement National cette semaine qui a dit que ça coûtait en un mois 12 milliards d'euros que la France avait donné à l'Ukraine. Et d'ailleurs, si 3 milliards, et puis via l'Europe... Tout à fait. Si vous regardez jeudi soir, là aussi, en fait, c'est toujours le même schéma, et ça fait froid dans le dos. C'est le schéma qu'on a vécu pendant la crise Covid. C'est le schéma qu'il a utilisé avant l'élection présidentielle sur l'Ukraine. C'est comme ça qu'il a été réélu. Donc, c'est toujours le même schéma. Je crée la crise, je me plains de la crise, je trouve un bouc émissaire, j'évacue tous les autres sujets et je fais peur aux Français pour les canaliser où je veux qu'ils aillent. C'est ça, en fait, la même chose. Regardez sur le Covid, j'exagère le truc pour faire peur, je terrorise tout le monde et après j'apporte la solution. Soi-disant vaccin, injection. Et puis... Et encore pour le Covid, il a fait croire qu'il apportait une solution, qui était rassurante, entre guillemets. Moi, je savais que c'était du pipeau, mais les gens l'ont cru. Pour là, il se trompe, je pense, parce que les Français voient bien qu'il n'apporte aucune solution. Et d'ailleurs, jeudi soir, il a été complètement le seul moment un peu fort de l'émission, c'était quand Gilles Boulot lui a dit qu'il y avait une production française de 100 obus par jour. Et d'ailleurs, j'ai eu un général à la Commission des Affaires étrangères qui nous a dit qu'on importait la poudre d'Australie. Parce qu'on n'est même pas capable de fabriquer de la poudre pour des obus en France. Bon, d'Australie. Bon. On produit 100 obus par jour, et Gilles Boulot l'a mis devant ses contradictions. Et là, vous avez vu le regard de panique du bonhomme. Il ne savait plus quoi répondre. Donc ça montre bien qu'on est en pleine incohérence. C'est-à-dire que, quel que soit le mérite des soldats français, les soldats français ne tiendraient pas une journée. Vous pensez que les Français seraient prêts à mourir pour l'Ukraine ? Non, et heureusement. Mais les soldats sont obéissants, et il est président de la République. Donc voilà le problème. Et qu'il est prêt pour des raisons de politique intérieure à envoyer des types à la mort, pour uniquement des raisons de politique intérieure et de problèmes personnels. C'est terrible, c'est tragique. Parce que, encore une fois, moi, je vais être très franc, je ne suis pas un pacifiste, je ne suis pas un munichois, je suis tout le contraire. J'ai toujours voté l'augmentation des budgets des armées. Je pense qu'un État fort a besoin d'une armée forte. Je pense qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, j'ai jamais prôné le désarmement. Mais, simplement, un chef d'État doit utiliser à bon escient les forces militaires et pas partir dans une impasse. Mais en fait, ce qui est important sur l'Ukraine, pourquoi beaucoup font fausse route ? Et pourquoi beaucoup aussi n'osent pas s'opposer à Macron ? Parce que, regardez, il a réussi sa terreur au Parlement. Parce que, quel est le raisonnement de Macron ? Vous avez été étonné que le Rassemblement National, puisque je crois que vous êtes le seul souverainiste, je l'ai dit, mais que le RN n'ait pas voté contre ce texte, ça vous a surpris ? Je vais vous dire deux choses. Ils sont abstenus. Marine Le Pen a fait un très bon discours, faut être honnête. Tout le monde l'a salué. Oui, excellent discours. Ce qui est dommage, c'est qu'après cet excellent discours, tout le groupe n'est pas voté contre, comme moi. Ça, je l'ai regretté, oui. Mais je la comprends aussi dans un sens, puisqu'elle est face à une meute d'enragés qui, si elle avait voté contre, aurait dit « Ah, bah voyez, ce sont des agents de Poutine ». Moi, je pense qu'il est préférable d'avouer la couleur, parce que de toute façon, on sera toujours traité d'agent de Poutine. Vous n'êtes pas un agent de Poutine. Je ne suis pas un agent de Poutine et je serai toujours traité d'agent de Poutine et j'en ai rien à foutre. Parce que je pense que les Français
voit la sincérité des personnages. Et je pense qu'avec le discours qu'elle avait fait, elle aurait pu se permettre de voter contre. Ça n'aurait rien changé. Maintenant, elle a fait un autre choix, c'est son choix. Ce qui est encore pire, et bien pire, donc ne nous trompons pas de cible, c'est les Républicains qui ont voté pour, qui se disent héritiers de Gaulle, et qui ont voté pour. Mais c'est monstrueux. Et ça m'a fait beaucoup plus de peine. Parce que, là aussi, et alors pourquoi je vous disais ça? Parce que j'étais venu à ça pour pas faire de coupure dans le raisonnement. Parce qu'en fait, Macron a réussi à culpabiliser les élus, à leur faire peur. Si vous ne votez pas pour cet accord, ou que vous abstenez, vous êtes des agents russes, vous ne défendez pas la paix, vous êtes des agents de la défaite, vous êtes des munichois et tout. Et comment il construit ce narratif? Vous avez vu le discours aussi du sénateur Claude Malhuret. Alors lui, on dépasse l'entendement. Hein. Malhuret, le dernier chansonnier de la vie politique française. C'est le collabo en chef. C'est Vichy. Remarquez, il est élu de Vichy, donc c'est pas étonnant. C'est affreux. Mais Malhuret, il m'a insulté, il m'a traité de tueur avec Florian Philippot au moment de l'affaire des injections. Il m'a traité à la tribune de tueur. Et puis qu'il aille au front, parce que finalement, non, mais bien sûr, mais donne des leçons de morale. Mais toute cette bande, Malhuret, Kouchner, Ménard, c'est toute cette bande des 68ards qui, à mon avis, ont été très près de l'ambassade américaine quand ils étaient contre De Gaulle, contre Pompidou, contre Giscard dans leur jeunesse. Donc je pense qu'il y a un lien... On ne parle pas des agents américains en face. Oui, je pense qu'il y a un lien affectif avec une certaine agence américaine. Parce que c'est marrant, vous savez, c'est ce profil... Parler de la CIA ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, leur violence à mon égard... Parce qu'à chaque fois que j'ai une émission, j'ai remarqué que sur BFM, à chaque fois que j'interviens, on invite Robert Ménard. Et Robert Ménard dit que je suis un lâche, un munichois, un faux gaulliste. Ça me blesse, parce que je suis le premier résistant, j'adore résister. Mais, en fait, il faut tout reprendre au début. Et c'était intéressant comment a commencé Emmanuel Macron dans son interview. Il commence toujours en faisant croire que Poutine, c'est Hitler. Voilà, venons-en à Poutine. Voilà. C'est très intéressant. Et totalement faux. Maxime Tandonnet a écrit un très bon article là-dessus dans Figaro Vox pour expliquer pourquoi il n'y avait rien à voir. Mais ça, c'est leur raisonnement. C'est le narratif de Biden, des néoconservateurs américains. C'est Poutine, c'est Hitler. Comme Poutine, c'est Hitler, il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Donc, il va s'attaquer à la Pologne et après, c'est nous. Et il renvoie dans un subconscient français, surtout sur les plus âgés, un truc du style « Ah, si on ne dit pas non maintenant, c'est la reine Annie. » Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et si ce raisonnement était vrai, mais moi je dirais bien évidemment, il faut dire stop. Je suis tout sauf un défaitiste. Mais c'est pas du tout ça. Mais c'est quoi les ambitions de la Russie dans cette guerre selon vous? Vous pensez qu'elles vont s'arrêter à l'Ukraine? C'est pas du tout ça pour trois raisons fondamentales. D'abord, heureusement, Poutine n'a jamais eu un projet d'extermination de personne. Donc c'est quand même... Et entre nous, ceux qui soutiennent les croix gammées, ils sont auprès de Zelensky. C'est quand même extravagant de se dire, Arnaud Klarsfeld le dit très bien, c'est quand même et Israël est très modéré dans ce conflit parce qu'ils savent où sont les vrais néo-nazis, c'est quand même très choquant de voir toute l'intelligentsia parisienne soutenir des brutes épaisses du bataillon Azov qui honore Bandera qui a massacré 50 000 juifs et 40 000 polonais pendant la guerre avec Hitler. Enfin, c'est quand même hallucinant. Alors, moi, je ne suis pas comme Poutine, je ne dis pas que tous les Ukrainiens sont néo-nazis, c'est ridicule aussi. Mais je veux dire qu'il y a aucun projet d'extermination chez Poutine, donc c'est pas Hitler. Non, mais c'est vrai que parfois sur le fonctionnement de la démocratie en Russie, on est le jour en plus de l'élection présidentielle, c'est pas mieux. On peut parfois s'interroger un petit peu. C'est évident. Mais moi, j'ai jamais pris la défense du régime de Poutine. Simplement, Zelensky a enlevé les élections complètement, lui. Mais ça, c'est drôle. Dans la presse française, tout le monde parle des élections plutôt suspectes de Poutine. Personne ne dit qu'il n'y a plus d'élections plus du tout d'élections en Ukraine. Moi, j'aimerais tellement que dans ce conflit, on soit équilibré. Je n'ai aucun soutien pour la politique de Poutine en interne. Simplement, il y a Poutine qui a quand même redressé son pays, il faut être honnête. C'est vrai que le maire qui disait qu'on allait mettre l'économie russe à genoux, là, c'est plutôt l'inverse. Hein. Poutine, c'est le De Gaulle russe. Alors, je vais choquer en disant ça. Et pourquoi les États-Unis veulent la mort de Poutine ?
Tout simplement parce qu'il a redressé la Russie, qu'il a évité son démantèlement, qu'il a évité que des entreprises multinationales s'emparent des richesses de la Russie, que Poutine a créé une belle relation avec Chirac, Sarkozy, Schröder, Merkel, qui a assuré la prospérité de l'Europe occidentale pendant 20 ans, de l'industrie allemande et de l'industrie française, et que la théorie américaine de Brzezinski, c'est il faut absolument casser cette union de l'Europe occidentale et de la Russie qui crée une vraie Europe au XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis. Donc ça, c'est l'objectif géopolitique des Américains. Mais c'est leur droit. Les Américains veulent entraîner le monde dans un face-à-face avec la Chine. La seule manière de compter au XXIe siècle et de gérer à peu près nos affaires, c'est une alliance avec la Russie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine. Voilà. Parce que Poutine passera, mais la Russie restera avec ses richesses naturelles. Bon. Donc, ça c'est le contexte géopolitique dont personne ne parle. Bon. Mais je reviens à Poutine. C'est pas Hitler, bien sûr, il veut exterminer personne. Deuxièmement, est-ce que Poutine veut conquérir la Pologne ? Non. Pour une raison très simple. C'est que la Pologne est dans l'OTAN. Que si Poutine touchait un doigt de la Pologne, c'est l'apocalypse. Et les forces russes sont bien inférieures aux forces de l'OTAN et américaines. Vous croyez une guerre entre la Russie et l'OTAN ? Mais il n'y en aura pas, puisque la Russie ne veut pas attaquer l'OTAN, parce qu'elle sait qu'elle se prendrait une raclée. Donc, ils agitent un fantasme qu'ils savent impossible pour faire peur aux Français. Troisième point, même si la Russie le voulait, parce qu'on peut dire, Monsieur Dupont-Aignan, vous êtes planté, vous ne pensiez pas que la Russie allait envahir l'Ukraine, parce qu'on nous raconte ça à chaque fois, etc. Donc vous êtes un nul, et donc... Ben non. Même si la Russie voulait attaquer la Pologne, elle n'est même pas capable de tenir le Donbass. Et c'est dur. Donc, déjà, de conquérir l'Ukraine jusqu'au Dniepr, ça sera dur. Et vous croyez qu'ils vont partir là mais ils n'en ont pas les moyens humains, ils n'en ont pas les moyens financiers, et ils sont beaucoup plus rationnels que nous. Les gens irrationnels dans ce conflit, ce sont les Occidentaux, ce ne sont pas les Russes. Pourquoi ? Parce que les Russes ont toujours dit, comme Kennedy pour Cuba, si vous implantez des missiles ou des bases en Ukraine, on réagira. Ils ont prévenu. On a appris quand même par le New York Times, il y a tout récemment, que la CIA avait installé 14 bases aux frontières russes en 2014, à la révolution de Maïdan. Donc, moi, je ne cherche pas à défendre la Russie, mais je comprends, je le dis objectivement, je comprends que la Russie n'accepte pas qu'à ses portes, dans une république qui a été russe pendant 400 ans, qui a été russe depuis 8 siècles sur la partie Est, ils n'aient pas envie que l'OTAN, qui veut découpler la Russie de l'Europe occidentale, qui a déjà avancé jusqu'à la Pologne et les États baltes, avance un peu plus. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. N'importe quel étudiant de géopolitique le comprend. Alors après, on peut me dire, oui, mais alors vous êtes pro-russe. Non. Si la Russie franchissait une ligne, mais je serais le premier à être d'une fermeté totale. Mais là, ce sont les Occidentaux qui ont avancé. C'est ça la réalité. Et ça, évidemment, Emmanuel Macron ne veut pas le dire, parce que si vous dites la vérité sur ce qui s'est passé objectivement depuis 2014, révolution de Maïdan, où les torts étaient partagés, parce que les Russes voulaient aussi manipuler le gouvernement ukrainien. Moi, je ne vais pas vous dire que les Russes sont parfaits. Ouh là là. Mais quand même, à partir de la révolution de Maïdan, déversement de milliards d'euros, investissement de la CIA partout, on peut comprendre que les Russes s'inquiètent. Ensuite, 2014, les forces ukrainiennes commencent à bombarder les populations russophones du Donbass. Les Russes répondent, oui, les torts sont partagés pour moi. Mais il y a quand même 15 000 morts. Il y a eu des reporters, il y avait une femme là qui a fait des reportages très équilibrés, qui a été censurée de partout parce qu'on a dit... non, oui, on a dit qu'elle était russe, pas du tout. Moi, je connais des Ukrainiens qui m'ont dit, mais nous, on est du côté de Donbass, on a envie de vivre russophone, on était bien en Ukraine, mais... Enfin, ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'on leur dit pas, que en Ukraine, les familles parlaient russe et ukrainien, que vous avez un cousin qui travaillait en Russie, un autre qui travaillait en Ukraine, ce sont deux peuples frères. C'est une guerre civile, tragique. Et sur cette guerre civile, l'Occident a mis de l'huile. Poutine a réagi en chef d'État du 19e siècle. Touche pas à mon... Mais comme Kennedy a réagi face à Khrouchtchev en octobre 62, honnêtement pareil. Est-ce que les Américains accepteraient qu'au Mexique,
tout à coup, le Mexique, il y a une révolution communiste, que les Chinois s'installent. Enfin, vous imaginez. Ils ne l'ont pas accepté en Amérique latine. Ils ne vont pas l'accepter au Mexique. Donc, après, on peut dire c'est pas bien, c'est bien, mais moi je dis, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier les intérêts économiques français? Est-ce que ça vaut le coup de tuer des soldats français? Est-ce que ça vaut le coup de partir dans une guerre folle parce que la Russie cherche à conserver son état tampon entre l'Europe occidentale et la Russie? Moi, je vous le dis, cyniquement peut-être, non, ça ne vaut pas le coup. Parce que si on va au bout de la logique de Macron, où il était grotesque, pourquoi il n'y a pas de référendum sur cette question? Non, mais ça, c'est peut-être le bon. Mais il était grotesque jeudi soir. Pourquoi? Parce qu'il fait des moulinets avec ses bras, mais il menace avec rien. En fait, il a quoi dans son jeu? Qu'est-ce qu'a la France dans le jeu? Sa bombe atomique. D'accord? Pourquoi ça m'inquiète? Un peu plus de 200 ogives, hein, là où la Russie en a plus de 5000. Hein. Vous savez, il suffit d'une ogive pour raser Moscou, donc c'est pas un problème. Mais notre force de dissuasion nucléaire, c'est notre atout. Mais ça doit être un atout utilisé de manière défensive. Jamais dans la stratégie de général Gallois auprès de De Gaulle, il y a eu l'idée d'utiliser la force nucléaire en offensive. Parce que vous pouvez vous prendre une bombe nucléaire tactique en amont. Donc il faut être complètement cinglé. Et vous ne croyez pas que Poutine agite un peu cette menace? Bien sûr qu'il l'agite sans doute. Et comme il est plus raisonnable que Macron, et je pense que Macron le provoque parce que Macron rêverait qu'il y ait une bombe nucléaire qui sorte. Pas sur la France, j'ose espérer, mais peut-être sur Odessa ou sur Kiev. Et là, ça permettrait d'envahir tout. Donc en fait, les Occidentaux voudraient que Poutine commette l'erreur nucléaire. Le provoque pour ça. Et j'espère que Poutine ne commettra pas cette erreur, pour l'humanité. Donc, où je suis inquiet, c'est que vous avez un homme fragile, un peu instable, en échec, désavoué par le peuple, qui a trouvé ça pour attirer l'attention sur lui avant les européennes et sauver sa liste. C'est ça, en fait. On va y venir, oui. Bon, mais si Emmanuel Macron avait une force française opérationnelle très forte, à l'américaine, bon, on pourrait dire... l'idée d'une armée européenne face à la Russie, vous n'y croyez pas? Là, elle n'existe pas. Enfin, on n'en est pas là. Donc, non, mais je parle du jour d'aujourd'hui. Si Emmanuel Macron était cohérent, son discours pourrait exister s'il avait la capacité de mettre des divisions pour repousser les Russes à la frontière russe. Ça serait cohérent. Ça serait cohérent. Enfin, il y a l'OTAN quand même. Vous ne pensez pas que cette guerre, elle a ranimé l'OTAN, justement, dont Macron disait qu'il était en état de mort cérébrale? Macron, qu'est-ce qu'il dit? Les autres chefs d'État, ils disent pas ce qu'il dit. Hein. Macron, il agit comme s'il avait une armée opérationnelle qui permet de repousser les Russes. Alors qu'on n'a même plus de casernes. Je suis désolé, on n'est même pas capable de fabriquer des obus en France. On a des militaires très valeureux, mais on a une dimension de corps expéditionnaire et pas d'armée. Notre seule force, c'est la dissuasion nucléaire. Donc ce qui me fait peur chez cet homme, c'est que comme il n'a qu'une carte en main qui est la nucléaire, il peut avoir envie de la jouer. Vous n'en savez rien. Vous croyez que ce risque existe? Mais je pense que ce risque existe parce qu'un type instable qui a le feu nucléaire, ça me fait peur. Voilà, moi je suis désolé, ça me fait peur. Alors, je veux pas surjouer la peur, mais quel est le jeu? Il n'a pas beaucoup de cartes à abattre, vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas de carte opérationnelle. D'ailleurs, vous parlez de l'OTAN, mais l'OTAN, lui, même l'OTAN ne veut pas aller aussi loin. Le chancelier Scholz, que j'avais en piètre estime, il avait désavoué. Je vais vous dire, le chancelier Scholz a fait un discours là tout récemment, je crois que c'est vendredi, qui était intelligent. Il a dit, mais il est hors de question que l'Allemagne participe à cette guerre. Parce que c'est une guerre fratricide entre deux populations slaves qui ont vécu ensemble 400 ans et qui se disputent un territoire, qui est une ligne de fracture entre le monde orthodoxe et le monde austro-hongrois, polonais. Et si vous regardez l'histoire, il y a le traité de 1600, je ne sais jamais si c'est 1654 ou 1680, vous vérifierez, qui faisait une ligne au Dniepr. Kiev a toujours été russe, c'est la fondation de la Russie. Et puis, il y a eu le fleuve. D'un côté, vous avez une civilisation occidentale, de l'autre, vous avez une civilisation orthodoxe. C'est une ligne de fracture. Comme Gaza est une ligne de fracture entre une terre, une population palestinienne, une population israélienne. Est-ce que nous, Français, on a intérêt à se mettre là-dedans? Mais c'est de la folie furieuse. Vous dites que c'est pas notre guerre, quoi, en gros. Mais c'est pas du tout notre guerre. Si Moscou voulait aller plus loin, cela deviendrait notre guerre. Et bien évidemment, il faudrait réagir.
Mais agiter la peur chez les Français que Moscou va venir comme Attila envahir la Pologne, les États baltes et la France est une dingologie. Mais attention, moi je regardais la télé hier et je me disais que quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'a pas de culture historique, qui a eu deux journalistes qu'on ne peut pas appeler des journalistes, qui sont qui ont essayé, voilà, qui ont essayé, des apprentis journalistes, qui ont essayé de... Anne-Sophie Lapix a été un peu plus ferme, et Gilles Boulot a essayé, mais enfin, ça sentait la République bananière quand même, hein. C'était pas... Je pense qu'à Moscou, les interviews sont un peu pareilles, quoi. Bon, donc, en fait, face à ça, moi je me disais, mais les gens qui l'écoutent vont peut-être le croire. J'ose espérer que non. D'où l'importance des émissions pour revenir sur Terre. Qu'est-ce que c'est que ce conflit ? Le Yémen, est-ce qu'on va s'occuper du conflit au Yémen ? Non mais moi, si j'avais Macron en face de moi, je lui dirais, mais Monsieur le Président, le conflit au Yémen, pourquoi on n'intervient pas ? C'est terrible ce qui se passe, c'est horrible. Et puis, c'est important l'Arabie Saoudite pour notre sécurité, parce qu'il y a le pétrole. Les Ouïghours, c'est horrible ce qui se passe. Et la Chine, c'est important, c'est l'avenir. Il faut intervenir en Chine. Ce sont des gendarmes du monde. Non, mais attends, moi je veux bien. La France intervient partout, donne des bons points, des mauvais points. Mais on vit où ? Alors, vous allez me dire... on n'est pas aux portes de l'Europe. On n'est pas aux portes de l'Europe, c'est un conflit européen. Mais justement, à l'inverse, parce que c'est un conflit européen, on devrait tout faire pour retisser les fils entre eux, parce qu'une guerre civile, c'est ce qu'il y a de pire. Éviter l'approfondissement, on aurait pu le faire avec Minsk, et ce nul d'Hollande a même avoué qu'il avait fait Minsk pour gagner du temps et armer l'Ukraine. Intelligent. Bon, crédibilité française, intelligent. Vous imaginez le niveau zéro des hommes politiques, des présidents qu'on a, hein ? Niveau zéro, hein. C'est-à-dire qu'un président de la République comme Hollande avoue aux yeux du monde qu'il n'a pas de parole. Problème de crédibilité. Vous savez, partout, j'étais en Afrique récemment, problème de crédibilité. Ils m'ont dit, la France n'a plus de crédibilité. Les hommes d'État français ne sont plus des hommes d'État. Il n'y a plus de parole. Macron parle la parole de la France dans le monde, elle est totalement surévaluée. Elle est complètement décrédibilisée. Mais attendez, Macron parle à Poutine et puis il révèle les conversations en public. Oui. Ça, c'est absolument dingue. C'est complètement dingue ce qui se passe. Donc, si vous voulez, ces gens sont dangereux. Ces gens sont des pions de néoconservateurs américains au bord de l'effondrement. Parce que Biden est quand même au bord de l'effondrement. On ne sait pas ce que Trump fera entre nous. Mais vous croyez à son élection ? Oui, je crois à son élection, à moins qu'ils arrivent à le tuer ou à le bloquer, je ne sais pas comment. Mais il peut être élu. Et je pense que pour la paix dans le monde, ce serait plutôt je me méfie beaucoup. Mieux ou moins bien ? Je pense que ça serait mieux. Parce que pour la France, en revanche... Je pense que ce serait mieux pour la paix dans le monde, mais je pense que ça ne sera pas bon obligatoirement pour la France. Parce que Trump, il a son caractère et... il a fait la leçon à Macron il y a quelques temps, là, on l'avait vu. En tout cas, ça ne sera pas facile non plus. Donc, mais je vous recommande le livre. Vous l'avez lu, le livre d'Emmanuel Todd ? Oui, bien sûr. Il est remarquable. Vraiment, je recommande à ceux qui nous écoutent de le lire. C'est un livre, je trouve le livre qui m'a le plus impressionné depuis 10 ans. Parce qu'il explique très bien ce monde occidental qui se contracte face à la montée de la Chine, du Sud global, et la manière dont on doit raisonner différemment. Et la manière dont, dans le monde de demain, on doit à la fois défendre nos intérêts, nos valeurs, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire l'éloge des dictateurs, hein. Moi, c'est pas mon genre. Mais en même temps, on doit faire avec plus de finesse. Et ce qui m'est insupportable, Éric Morillo, ce qui m'est insupportable, c'est que De Gaulle avait imaginé ça il y a 60 ans, alors que ce n'était pas arrivé, et avait préparé la France à jouer un rôle exemplaire là-dedans, et ses successeurs depuis Chirac, enfin après Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ont tout foutu en l'air. C'est-à-dire qu'on était... De Gaulle nous avait donné la force de dissuasion, une parole libre dans le monde, non alignée, tout en défendant nos valeurs. Au moment de la crise des missiles de Cuba, il avait été du côté américain, comme Mitterrand, au moment de la crise des missiles, avait été du côté américain. Et là, ils avaient raison. Mais, vous voyez, au moment où le monde est multipolaire, tel que De Gaulle l'avait anticipé, avec la reconnaissance de la Chine en premier, avec le discours de Phnom Penh, de Mexico, de Québec, une politique en Afrique de décolonisation intelligente, à temps, avant qu'il soit trop tard, eh bien, les successeurs ont tout gâché,
et ils redeviennent les petits caniches d'un monde. C'est intéressant, vous parlez du courage en politique quelque part. Et comment vous expliquez que vous soyez le seul homme politique? Alors vous parliez tout à l'heure des petits, en effet, des petits caniches, c'est ça, qui ont peur qu'on les taxe d'agents de Poutine ou autres, colibés. Vous êtes quand même surpris même. Non, il y en a d'autres. Les Français, eux, il y a une sorte d'atonie quand même générale. L'atonie, elle est normale parce qu'au-delà de l'aspect militaire, là, je parlais des coupes budgétaires. Là, comment ça se fait que les Français réagissent pas? Alors, je vais vous dire, d'abord, ils réagissent au fond d'eux-mêmes. Ils sont pas idiots, les Français. Simplement, ils ont un carpet bombing, comme disent les communicants. Un carpet bombing, matin, midi et soir à la télé. Pour une prise de parole comme la mienne, il y en a 1000 dans l'autre sens. Donc, si vous voulez, les Français qui ont d'autres soucis, élever leurs enfants, trouver un boulot, survivre. Les Français, ils entendent ça d'une voix et ils entendent toujours la même chose. Le méchant Poutine qui va envahir la France. Le prix du gaz augmente à cause de Poutine, ce qui est quand même ahurissant. Alors, l'autre mensonge de jeudi soir, c'est que le prix du gaz, il a augmenté parce que c'est les Occidentaux qui ont mis des sanctions et c'est les Américains qui ont saboté le gazoduc. Alors, je ne sais pas si les Norvégiens qui ont fait l'affaire ou les Danois, enfin, qu'importe. Leurs hommes de main. C'est ça la menace, c'est de dire si Poutine gagne la guerre, il va y avoir une inflation générale. Ça c'est faux d'après vous. Mais c'est complètement délirant. Parce que si on n'avait pas fait les sanctions, il n'y avait aucune augmentation. Donc c'est les Occidentaux qui ont déclenché l'augmentation du prix du gaz. Et pour une raison très simple. Tout le monde est capable de comprendre, c'est quand même génial pour les Américains. Ils vendent leur gaz de schiste 4 fois plus cher. Maintenant 3 fois, maintenant ça a un peu baissé. Gaz de schiste qui pollue l'environnement, qui nécessite des investissements extravagants en gaz naturel liquéfié, c'est génial pour les Américains. Et ces abrutis de dirigeants français, allemands, ont obéi comme des petits garçons. Alors, soit ils sont tenus, possible, soit ils sont idiots, soit ils sont incompétents, je sais pas, soit ils sont... je sais pas, quelle est la réalité. Moi, vous avez le choix. Vous diriez que Poutine, il a déjà gagné la guerre ? Non, je pense que contrairement à ce qu'on croit, et contrairement au mythe français, la Russie est affaiblie, parce que les Occidentaux ont livré beaucoup d'armes en Ukraine, que la Russie vivait aussi comme un régime un peu autoritaire sur la certitude que son armée était la meilleure, et que l'offensive a été une erreur. Je pense que la Russie pensait que le régime de Kiev allait tomber, qu'il y a eu une vraie résistance nationale, parce que quand vous attaquez un peuple, même qui était frère, il y a un sentiment de... Et moi, je comprends qu'il y a une résistance patriote ukrainienne. Bon, il y a une histoire mouvementée, il y a eu la famine de Staline, il y a eu... Enfin bon, moi, contrairement à ce qu'ils disent, je n'ai pas une vision pro-russe, j'essaye d'avoir une vision à peu près équilibrée. Bon. Donc, je pense que la Russie est très affaiblie. Simplement, est-ce que c'est notre intérêt, l'intérêt de la France, de pousser la Russie dans les bras de la Chine, d'en faire un bloc immense. Des BRICS aussi, de manière générale. Ou est-ce que notre intérêt, c'est de faire la politique la seule possible pour compter au XXIe siècle en Europe, l'alliance France, Italie, Allemagne, Russie. C'est la seule politique possible de puissance. Après, les Européens veulent peut-être être des petits Américains. Voilà, bon courage, bonne chance. J'ai beaucoup d'admiration pour les Américains. J'aime ce pays. J'aime vraiment les États-Unis, je trouve que c'est un pays, il y a des choses intéressantes. Et je trouve que parfois en France, on est trop anti-américain primaire. Mais j'ai pas envie d'être américain. Voilà. Il y a des côtés intéressants aux États-Unis, il y a des côtés rebutants, abominables. Il y a les deux. C'est un pays très contrasté. Il faut le reconnaître. Moi, je suis pas anti-américain, je suis pas pro-américain. Et chacun chez soi. Mais ils nous ont quand même sauvés, malgré tout, on a beau dire tout ce qu'on veut. Il y a des choses, il y a des liens à avoir entre la France et les États-Unis. Donc moi, je suis pour une politique équidistante. Mais on ne doit pas dépendre de personne, ni des Américains, ni des Allemands, ni des Russes. Bon, mais la condition de la prospérité au XXIe siècle, si la France veut être puissante, elle doit s'appuyer sur une coopération d'États avec l'Allemagne, l'Italie et la Russie. Et là, je peux vous dire qu'on peut compter au Moyen-Orient, qu'on peut avoir une politique africaine intelligente et qu'on peut échapper à cet étau entre les États-Unis et la Chine, qui est le grand défi du XXIe siècle. Sinon, on sera vraiment des esclaves des États-Unis et des Chinois. À votre avis, ce sera ça l'enjeu de l'issue de cette guerre? Je ne sais pas. Il y a deux solutions. Tout est possible, d'après vous? Oui. Il y a deux solutions.
je crois que la solution la plus probable et la plus embêtante enfin pas la plus embêtante, la pire... Déjà reconstruire une relation pacifique de la France avec la Russie après ces guerres, ça c'est pas de mal à veille. Attendez, d'abord il y a 3 solutions possibles. Soit un cessez-le-feu très rapide, sous les auspices d'Erdogan, c'est quand même dommage. Excusez-moi, mais la France, vous imaginez, même Macron d'ailleurs, il en aurait tiré profit. La France faisant la paix dans dans le monde, vous imaginez l'impact. Bon. Donc c'est Erdogan qui va le faire, avec des conséquences sur l'influence en Afrique, l'influence islamique, enfin bon. Donc c'est quand même Erdogan qui va faire la paix éventuelle. Bon. C'est rageant. Bon. Donc, soit c'est le scénario de la paix. D'ailleurs, c'est peut-être une explication, moi je le dis, de la position d'Emmanuel Macron, qui serait l'explication la plus rationnelle. Il sait que un cessez-le-feu est proche, il fait les fiers. Ah, comme un Vatou, quoi. Et il va dire à la télé le 8 juin, vous voyez, il y a eu la paix grâce à moi, parce que j'ai été ferme. Poutine s'est écrasé, ce qui sera complètement faux. Mais ça serait cohérent. Bon, ça c'est l'hypothèse plutôt agréable. Il y a l'hypothèse extrême et abominable, c'est les Russes avancent, les Russes veulent prendre Odessa. Parce qu'Odessa, ça coupe l'Ukraine de la mer Noire et puis toute la zone de la frontière de la mer Noire. L'Ukraine, c'est quoi? C'est 3 morceaux. C'est le berceau russe autour de Kiev et vers l'Est, c'est le royaume de Pologne et des États lituaniens, puis après de l'Empire austro-hongrois à l'ouest, et c'est au sud les Tatars, avec la Crimée, mais qui n'avaient rien d'ukrainien. Bon. Les Russes considèrent que la partie est, bien sûr, c'est la leur, et que la partie sud, c'est la leur aussi, pour avoir de la mer Noire à eux. Donc le vrai risque, et c'est pour ça que la parole m'a inquiété qui a été rapportée, alors je ne sais pas si elle est vraie, vous avez vu qu'elle a été rapportée sur Internet du 21 février, où Macron aurait dit « je vais être obligé d'envoyer les petits gars à Odessa ». Bon, vous voyez déjà la manière de parler, en passant. C'est abominable. Mais ça veut dire que, est-ce que la Russie veut prendre Odessa rapidement? Et là, vous pouvez avoir un Macron complètement fou qui envoie nos soldats à Odessa. Et là, moi, je réponds de rien. Ça peut se finir en guerre nucléaire. Tactique, mais quand même. Donc ça, c'est la version la pire. Et la version intermédiaire, qui à mon avis est le souhait des Américains de Biden, c'est un abcès de fixation au cœur de l'Europe, qui dure 50 ans, ou 20 ans, où vous avez, comme en Corée, une ligne de front, et ça interdit toute réconciliation avec la Russie, donc c'est tout bonheur pour les Américains. Il n'y a pas de guerre, on n'envoie quand même pas des soldats mourir, parce que sinon les élections aux États-Unis on les perd, et puis en France aussi. Donc on laisse un abcès de fixation, une espèce de guerre permanente, ça affaiblit le continent, ça permet de pousser la Russie avec la Chine, et c'est tout bénef pour les États-Unis. Et de mettre l'Europe occidentale avec la Commission de Bruxelles, qui sera vassalisée, voilà, avec les petits vassaux, voilà. Ça c'est le scénario le plus probable, et le plus dommageable pour la puissance française. Et donc moi, ma seule ambition, c'est qu'avec tous les Français, notamment en 2027, on puisse faire échouer ce scénario et rendre à la France son indépendance. Voilà, ça c'est mon seul objectif. Il faut rendre à la France son indépendance. On peut craindre une fracturation durable du monde d'après vous? Oui. Sur un plan géopolitique en tout cas. Pas du monde, de l'Europe. De l'Europe, l'idiot utile, voilà. Avec des chefs d'État assez faibles, et des médias quand même. Moi, j'aimerais bien savoir les sources d'influence qu'il y a dans nos médias. Parce que je trouve quand même que nos médias sont très atlantistes. Hein, très atlantistes. Souvenez-vous, remarquez, je me suis souvenu récemment, quand Chirac et Villepin ont décidé de ne pas suivre l'Irak. Mais à l'époque, même discours de tous les médias français. C'est munichois. Il fait ça parce qu'il veut pas que la banlieue explose. Et je sais pas si vous avez vu, je sais plus où, il y avait j'avais lu ça, que Sarkozy, ministre de l'Intérieur, s'était précipité à l'ambassade américaine pour dire qu'il n'était pas d'accord avec Chirac. Et ça, c'est de source sûre, je l'ai lu quelque part. Donc ça veut dire que certains hommes politiques, comme en 68, Mitterrand se précipitait à l'ambassade américaine. C'est comme les archives déclassifiées vont vous apprendre que beaucoup d'hommes politiques français émargeaient à l'ambassade américaine dans les années de la 4e République. Hein, bon. Surtout qu'il paraît qu'il y a des dossiers outre-Atlantique. On disait que Trump avait des dossiers sur Macron. Non, mais il y a des dossiers qui ont été publiés. Oh, bon, sûrement. Il y a des dossiers qui ont été publiés où on voit qu'il y a des journalistes qui ont émargé à l'ambassade américaine, comme d'autres à l'ambassade russe d'ailleurs. Hein. Bon.
Mais c'est vrai qu'on parle un peu plus rarement de ceux qui jamais, émergeaient. Évidemment, ils sont au pouvoir. Ils sont rédacteurs en chef de télé, ou ils l'ont été. Bon. Moi, j'aimerais savoir ce que Mme Ockrent et M. Kouchner ont fait, quel lien ils avaient avec les États-Unis, par exemple. À l'époque où elle présentait le journal de 20 J'aimerais heures. savoir. Mais j'ai aucune preuve, hein. C'est peut-être pas du tout, elle est peut-être tout à fait innocente, la pauvre, et je veux pas l'accabler. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que quand De Gaulle était présent, toute la classe politique et médiatique, Le Monde, tout ça, était contre. La force de dissuasion, c'était une bombinette inutile. En fait, il faut qu'on se souvienne, pour que nos souverainistes, nos amis, n'aient pas de complexe. Depuis la fin de la guerre, il y a un parti américain en France. Et les gaullistes ont lutté contre ça. Et sous la 4e République, ça a été dur. Ils étaient accusés de communistes. Et puis après, quand ils sont arrivés au pouvoir, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, et qu'il a commencé sa politique de sortie de l'OTAN, mais ça a été un déchaînement de la presse française contre lui, qui était alimenté bien sûr par les Américains. Et les événements de 68, sans être paranoïaques, ont été alimentés par les Américains. Les Cohn-Bendit, voilà, c'est pas par hasard que c'est arrivé. Comme les émeutes de 2005 contre Chirac sont pas arrivées par hasard, parce qu'il avait pris position contre l'Irak. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'il y a un parti américain en France, comme il y a eu un parti russe, et que moi je suis gaulliste, je veux qu'on écarte tout ça et qu'on ait une politique indépendante. Voilà, c'est tout. Alors justement, Nicolas Dupont-Aignan, parlons maintenant, si vous le voulez bien, des élections européennes qui se tiendront, donc on le rappelle, le 6 juin prochain. 9 juin. 9 juin, pardon. 9 juin prochain. Pour évoquer ces élections européennes, on va commencer, si vous le voulez bien, par un petit peu parler des enjeux de ce scrutin. D'abord, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces élections ? Alors, ces élections, elles prennent un relief particulier pour une raison de politique intérieure. Moi, je vais vous dire très franchement, le Parlement européen, c'est le premier truc qu'il faudrait supprimer. Bon. Donc, j'ai jamais été un fan du Parlement européen et des élections européennes, mais voilà, je préfère le dire franchement. Et j'ai dit récemment, c'est un peu méchant, parce que surtout si je suis tête de liste aux européennes, mais qu'importe, que entre les européennes et la présidentielle, c'est comme si vous montez sur un âne par rapport à un cheval de course, quoi. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que ce Parlement européen... Vous ne croyez pas que c'est un référendum pour ou contre Macron, ces élections européennes ? J'y viens. Mais d'abord, le Parlement européen, c'est le premier truc à supprimer. Bon. Voilà, je suis désolé de le dire. Parce qu'il faut supprimer toute cette espèce d'aéropage qui joue contre les peuples. Mais ça peut être pas mauvais, Farage l'a fait, d'y aller pour le dynamiter de l'intérieur et pour au moins prendre des contacts avec ceux qui vont dynamiter l'édifice. Donc moi, je suis franc, et si je suis tête de liste, comme c'est probable, je dirais la vérité. J'y vais parce qu'il faut en finir avec ces institutions qui nous tuent, à petit feu, mais qui nous tuent. Mais l'élection européenne, elle a surtout une indication française. Pourquoi ? Vous êtes pour le Frexit, c'est ça ? Ou vous le regrettez ? Je suis pour le Bruxit. Ah, le Bruxit. Je vous expliquerai. Mais on va revenir après, parce que je veux pas. D'abord, les élections. Les élections européennes, c'est pas très excitant d'aller dans un endroit pour le détruire, mais il faut le faire. Il faut aller voir ce qui se passe et il faut voir comment on peut mettre fin à ça. Premier point, parce qu'il faut toujours connaître son ennemi. Bon. Deuxième point, c'est un scrutin important sur le plan national, parce que c'est le seul scrutin de mi-mandat, mi-quinquennat. Et ça a valeur quand même de sondage. Et donc, je pense que c'est un scrutin qui vient aussi un peu un référendum contre Macron. Et puis aussi, je pense, et c'est pour ça que j'appelle les souverainistes à l'union. Une sorte de mid-term, quoi. Mais je commence à me fatiguer, mais il faut jamais lâcher. C'est que j'aimerais que les souverainistes s'unissent, parce que je pense que là, ils pourraient dépasser les 5%, et ils pourraient envoyer des députés à Strasbourg. Ça veut dire des forces politiques qui pourront démasquer les mensonges de cette Assemblée. Alors justement, arrêtons-nous un petit peu. Et les mensonges de leurs concurrents. Mais je reviendrai après sur Bruxelles. Est-ce que c'est pas une chimère, cette alliance des souverainistes ? Parce que, en effet, vous l'avez déclaré récemment, c'était dans Front Populaire, la revue de Michel Onfray, je crois. Vous avez lancé un appel à l'union des souverainistes. Je recevais il y a quelque temps François Asselineau, qui ne tarissait pas d'insultes, on peut le dire, parce qu'il a même traité de planche pourrie, si je reprends ces termes. Ça vous fait réagir, ça, ou pas ? Ah ouais, ça me fait de la peine. Mais vraiment de la peine. Vous en pensez quoi de François Asselineau ? Je vais vous dire, ça vous fait de la peine, ça fait toujours de la peine quand vous avez quelqu'un que vous aimez bien qui vous insulte. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Je l'aime bien, je regarde ses vidéos, je l'admire.
Je ne suis pas d'accord avec certains points, mais c'est quand même quelqu'un qui est proche de nous. Et pourquoi il est aigri comme ça? Qu'est-ce qu'il a comme problème personnel? Je comprends pas. Et si oui, ça me fait de la peine. En tout cas, il a des problèmes avec Florian Philippot. Est-ce que vous en avez, vous, pas? Avec tout le monde. Non, j'ai aucun problème avec Florian Philippot. Est-ce que finalement, c'est ça, l'union des souverainistes, d'abord, c'est qui? Et pourquoi ça n'est pas possible? C'est vrai qu'on l'attend, votre union entre vous et les Français. C'est très français. Et Florian Philippot, elle arrive pas. C'est très français. Quand le général de Gaulle envoie Jean Moulin pour unifier et créer le Conseil national de la résistance. Surtout, vous pourriez les atteindre, les 5%. On rappelle qu'il faut 5% pour avoir des élus. On pourrait même avoir 10%. On pourrait faire un tremblement de terre. Mais je reviens à la mentalité française. Quand le général de Gaulle demande à Jean Moulin d'aller réconcilier les différents réseaux de résistance, ce sont tous des gens d'un courage incroyable. Ils luttent contre les nazis, contre les Allemands, ils perdent des hommes, ils perdent leur vie, ils sacrifient leur vie, et ils se chamaillent comme des gamins. D'ailleurs, au point que c'est un des réseaux de résistance qui va trahir Jean Moulin, qui sera torturé et qui mourra. Pourtant, Jean Moulin a réussi le Conseil national de la résistance. Et s'il n'y avait pas eu le Conseil national de la résistance, Roosevelt et Churchill n'auraient jamais accepté que De Gaulle prenne le pouvoir en rentrant. Donc, vous voyez l'importance. Mais vous voyez les forces, alors qu'il y avait la vie et la mort. Donc pourquoi elle ne se fait pas l'union avec Philippot, par exemple? Par exemple, l'affaire, aujourd'hui, je le dis, les souverainistes sont comme les résistants de l'époque. Ils se chamaillent sur des trucs accessoires pour leur petite boutique. Et ils sont tous en train de mourir sur pied. Asselineau, en insultant tout le monde, perd, j'en suis convaincu, des électeurs, parce que trop, c'est trop. Bien sûr que je ne suis pas comme lui, je ne suis pas sur la même ligne exacte que lui. Mais je suis bien plus proche de lui que tous les autres. Donc pourquoi il m'insulte? Demandez-lui, j'en sais rien. Parce qu'il y a le côté sectaire plus blanc que moi. Enfin, il n'y a pas. Vous voyez, je suis le plus blanc que tous, plus pur que tous. C'est le côté sectaire. Donc, obligatoirement, dans les sectes, ce sont les gens les plus proches qui sont exclus. Ça a été les purges staliniennes, d'ailleurs, aussi. Ils excluaient toujours les plus proches, les trotskistes. C'est comme ça que ça fonctionne à Lutte ouvrière ou au NPA. Donc, Asselineau, en fait, cette sorte de groupuscule, c'est dommage, parce qu'il y a des gens remarquables. Vous êtes crédité, vous, personnellement, près de 3% dans les sondages aujourd'hui. Parce que j'insulte un peu moins mes adversaires. Voilà. Donc, ça voudrait dire que, naturellement, vous seriez... je vais vous dire. Légitime à obtenir cette tête de liste. Mais c'est pas la question de l'union des souverainistes. Moi, j'ai dit que j'étais 10... Ils peuvent vous rétorquer dans l'autre sens, pourquoi vous les suivez pas non plus? Oui, pourquoi vous n'êtes pas numéro 2, numéro 3 d'une liste d'Asselineau ou de Philippot? Mais d'abord, Asselineau, il veut pas de moi, parce que je suis... Voilà. Deuxièmement, Philippot. Alors, avec Florian, on a mené des combats ensemble, il a été d'un courage parfait. Un combat au moment de la crise Covid, première manifestation sous la neige, dans un cloaque de boue, on était 50. Et j'étais là. Donc j'étais le premier à venir. Je suis pas venu à chaque fois, bien sûr, parce que c'était sa manifestation, je voulais pas le gêner. Mais j'ai toujours été là quand il l'a demandé. Et avec Florian, on n'a aucun problème personnel. Simplement, Florian Philippot, peut-être à juste titre, me dit qu'il est un peu obsédé aussi par Asselineau et que chacun se livre à une bataille féroce pour être le plus frexiteur qui soit. Bon, c'est leur choix. Donc Florian va annoncer probablement sa liste, je l'ai encore revu hier, je lui ai demandé de faire une union tout de suite avec moi. Donc vous, soyons concrets, si aujourd'hui Florian Philippot vous propose une union de sa liste avec la vôtre, on est d'accord pour faire une union. Vous êtes d'accord. Ce que j'ai simplement dit, dans ce cas-là, on a simplement dit, et beaucoup chez moi, dans mon parti et chez lui, qu'il fallait que la tête de liste soit celui ou celle qui peut faire passer au-dessus de 5. J'ai dit qu'au début, je ne voulais pas y aller. Et plusieurs personnes sont venues me chercher. D'autant que vous êtes député à l'Assemblée nationale, donc ça voudrait dire que vous devriez quitter votre mandat. J'ai pas besoin d'y aller, personnellement. Et moi, j'ai dit au départ, je me consacre à la présidentielle. S'il y en a un qui veut y aller, il y va. Vous êtes candidat en 2027, c'est sûr. On verra. Mais en tout cas, je me prépare. Si c'est comme ça... Donc vous l'êtes? Non. Je confirmerai le jour venu. Mais je me prépare. Un sportif se prépare, et puis il y a les Jeux Olympiques, il y va. Ou il y va pas, il est sélectionné ou pas. Bon. Donc faut garder... Vous êtes comme Marine Le Pen, quoi. Vous préparez. Oui, parce que c'est un sportif, il se muscle, il fait son entraînement. Enfin, vous pourriez le dire, pardon, mais Marine Le Pen, elle l'a déjà dit, que ce serait Jordan Bardella son Premier ministre. Vous pourriez dire, je suis candidat à la présidentielle et Philippot sera son Premier ministre. Parce que c'est trop tôt, parce que je pense que... Moi, je suis pas dans la position de Le Pen, faut être honnête.
Il faut pas avoir la tête qui... Le Pen, elle a des sondages... Oui, parce que c'est le réflexe du vote utile aussi. J'ai des sondages moins bons, donc c'est normal que je me muscle avant de partir à la compétition. Voilà, comme tous les sportifs. Bon. Donc, c'est un peu tôt. Bon, alors, cette union, est-ce qu'on peut y croire raisonnablement ou pas? Quel est l'objectif? Faire plus de 5%. Rassembler le maximum de Français pour avoir des députés. Parce que les souverainistes ont besoin d'une victoire. Parce que nos électeurs n'en peuvent plus de ces défaites. Et ce que j'ai simplement dit aux uns et aux autres... Donc avec Asselineau, ça n'est pas possible. Non, Asselineau, il veut pas. Bon, il fera sa liste. Bon, il reste Philippot, Kuzmanovic, je pense que Kuzmanovic, je pense que Philippot, je pense que Jean-Frédéric Poisson, qui a rompu avec Zemmour, je pense qu'Onfray, mais il aime pas, il m'a envoyé un message pas gentil parce que j'avais dit que je l'avais cité, mais je pense qu'Onfray, malgré ses positions... qu'il s'engage pas en politique. Oui, je le regrette parce que même s'il a eu des positions qui m'ont beaucoup choqué sur le Covid, il a fait amende honorable. Je veux dire, si on regarde tous les détails de tout le monde, il n'y a pas la perfection. Donc, pourquoi nous, on devrait être parfait au risque de faire 0,5% toujours? Est-ce qu'il ne faut pas additionner chacun avec ses qualités, ses défauts? On est humain, on n'est pas parfait, mais on veut sauver la France. Donc, j'ai encore revu Florian Philippot et Jean-Frédéric Poisson. Je leur ai dit, je peux être tête de liste si vous pensez que je peux aider à faire 5%. J'ai la chance d'avoir 3% d'intention de vote, 4%, 4,5% parfois 2%. Bon. 2,5%, le sondage le plus solide, c'est celui du Monde, sur 12 000 personnes, Ipsos, 12 000. Moi, j'ai vu à chaque fois le sondage du Monde est le plus solide. Pourquoi? Parce que 12 000 personnes, ils se rapprochent de la vérité. Ça peut changer. Il me met à 2,5, il met Asselineau à 0,5, ou 1 même, et il met Philippot à 0,5. Ça s'additionne pas toujours, mais s'il y a une dynamique, on peut passer la barre des 5. On peut avoir une première victoire. Et puis vous savez, quand il y a une dynamique, vous pouvez être même à 8, 10. Souvenez-vous, moi j'ai commencé tout jeune avec Pasqua Villiers, ils étaient chacun à 1%. Hein. Ils sont passés à 13%. Donc, il peut y avoir une dynamique aux européennes. Et je pense que les souverainistes, les patriotes, les gaullistes ont besoin à un moment d'un peu d'air, un peu de victoire. Alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'elle se fasse Il manque l'accord. Donc pour l'instant, moi j'y vais. Et j'ai tendu la main en disant venez. Et j'ai même proposé. Donc ce dimanche 17 mars, vous êtes d'accord pour une union avec Florian Philippot? Bien évidemment. Et vous attendez qu'il vous dise oui. Et Jean-Frédéric Poisson. Et j'ai même proposé qu'une tierce personne, s'il y a un problème d'ego, une femme brillante, puisse tirer la liste s'il le faut. Parce que on est dans un siècle de communication. Vous y êtes aussi. Moi, j'ai la chance d'être un peu connu parce que j'ai fait 3 présidentielles. Ça marche comme ça. Si ils me veulent, je y vais. S'ils veulent pas de moi, je n'y vais pas. La seule chose que je demande, ça c'est vrai, j'ai dit à Florian qu'il fallait quelqu'un qui surprenne, rassemble au maximum. Voilà. Et je crois qu'on est tous d'accord. Alors maintenant, je ne veux pas faire de révélations parce que je ne vais pas raconter des conversations privées. Je ne vais pas faire comme Macron avec Poutine. Mais j'ai eu le sentiment que Florian Philippot était prêt à une union, mais qu'il voulait commencer sa campagne. Bon, je lui ai dit que c'était une erreur, parce que je pense aujourd'hui qu'il reste que moins de 3 mois, que le temps qu'une campagne infuse, c'est long, parce qu'on n'a pas les principaux médias, même grâce à vous et beaucoup de chaînes YouTube, on va pouvoir faire du travail, mais je pense qu'il serait trop tard, vers fin avril, de se rassembler. Beaucoup trop tard. Et que le danger, c'est pas pour moi, hein. Moi je suis déjà député. Mais pour eux, c'est que s'ils sont pas élus, ils ont moins de l'argent. Et puis il y a l'argent. Campagne. Parce que voilà. Vous avez les moyens là aujourd'hui pour. Il faut combien pour engager une campagne? Il faut 1 million d'euros. Moi je les ai pas. Je fais appel aux dons. Donc à votre bon cœur, mesdames et messieurs. Donc ça voudrait dire que déjà il y a une union aussi sur ce plan-là. Chacun apporte. Bien sûr. Il y a déjà eu beaucoup de dons à Debout la France. Il y en a chez Florian Philippot. Il y en a chez d'autres. Moi je pense qu'on peut y arriver. Mais ce que j'ai dit à Florian Philippot et Jean-Frédéric Poisson, quand je les ai vus, je leur ai dit, nos histoires de boutique n'ont aucun intérêt. Nos histoires de personnes n'ont aucun intérêt. Il faut simplement prendre la personne qui peut convaincre le maximum de gens, et puis on va faire campagne en équipe. Donc, c'est pas un et les autres. Et surtout, c'est le moment. Là, on a un président de la République agité, immature, narcissique et dangereux, qui est en train de jouer avec la dissuasion nucléaire française. Près d'un baril de poudre en Ukraine. Si les souverainistes ne se secouent pas maintenant,
ils vont passer à côté de l'histoire. Et donc, il y a un moment où je leur dis, il faut se regrouper. Donc, c'est quoi la deadline Mais il n'y a pas de deadline. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'attends. Voilà, ma sœur ne vois-tu rien venir. Donc, mais je ne voudrais pas être dévoré par l'ogre. La balle est dans le camp de Philippot aujourd'hui, c'est ça ? La balle est dans leur camp, oui. En tout cas, moi, j'avance modestement en demandant aux Français de comprendre que s'ils veulent éviter la guerre et envoyer un signal fort, il faut voter pour notre liste. Voilà, c'est simple. Une France indépendante, une Europe en paix, un esprit gaullien, pas gaulliste, gaullien, c'est-à-dire le rassemblement de tous les patriotes. Et je m'adresse aussi à beaucoup de gens de gauche qui sont effarés de voir Glucksmann représenter le Parti socialiste. Mais c'est de la folie furieuse. Pourquoi ? Mais parce que c'est un agent américain. Enfin, quand je dis c'est un agent américain, je veux dire, les positions de Glucksmann sont tellement atlantistes. Mais c'est Macron en socialiste, quoi. C'est ce qu'il y a de pire, quoi. Non mais, alors maintenant, c'est la coqueluche des médias. Ils sont contents. Le compagnon de Léa Salamé, hein, on rappelle. Bon, ça les regarde. Mais le jour où Léa Salamé m'invitera, ça sera bien. Bon. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, jamais pas invité. Jamais, non. Mais c'est une chaîne publique en même temps. Ah bah oui, c'est une chaîne publique, donc j'ai pas le droit. Donc voilà. Non mais c'est pathétique. Donc là, ça y est, la coqueluche des médias français, c'est Petite parenthèse là, les auditions, Vincent Bolloré cette semaine à l'Assemblée nationale, le risque de CNews. J'ai eu honte. Vous l'avez suivi cette audition ? J'ai suivi celle de Bolloré. Ouais. J'ai eu honte. J'ai eu honte de mon pays. Honte de quoi ? Mais le niveau des questions. Ouais. Espèce de petit procureur en culotte courte. Il y avait une disparité sur le plan intellectuel entre Bolloré et ceux qui lui posaient des questions. Pitoyable. Mais pitoyable. Parce qu'à la rigueur, il peut y avoir une audition de Bolloré. Entre nous, j'aimerais écouter Martin Bouygues. J'aimerais écouter Madame Ernotte, la présidente de France Télévisions. J'aimerais qu'on écoute... si on fait une commission d'enquête, il faut la faire sur les médias, qu'on écoute tout le monde. Tiens, ça serait intéressant d'écouter Drahi, pourquoi il a vendu BFM. Ah oui, alors... D'écouter Monsieur Fogiel, qui refuse de m'inviter. Toute la clique. Non, mais c'est quand même extravagant. Il crée une commission d'enquête, il cible la seule chaîne libre qui respecte le pluralisme. Parce que la seule chaîne qui m'interdit de venir, parce que j'ai dépassé mon 1,5%, c'est CNews. À juste titre. Ils me disent, vous êtes à 1,5, moi, on ne veut pas avoir d'ennui. Hein. Et sur France Inter, je suis à 0 la tête de Toto. Donc, à la ras-le-bol. Et ces espèces de procureurs en culotte courte, minables, posent des questions débiles. Mais quand même, quelle honte. Et à l'inverse, Bolloré, qu'est-ce que vous en pensez ? Bolloré a été princier. Quelle leçon. Mais enfin, c'est pathétique. Le niveau. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est tombé bas. Alors, vous parliez... Heureusement qu'ils servent à rien, ces pauvres députés et les filles. Hein. Non, mais parce que cette commission d'enquête, elle sert à rien, heureusement. Mais elle est faite... il y a quand même un risque, il y a les fréquences qui sont rediscutées l'année prochaine. Elle est faite pour rendre possible... Vous y croyez à ça, un renouvellement de la fréquence de CNews ? Ou alors à s'en servir pour dompter CNews. Mais elle est faite pour rendre possible la suppression de la chaîne. Comme Macron a parlé des soldats, pour rendre possible, parce que le jour où il envoie des soldats à Odessa, l'opinion est préparée. Vous savez, on est dans un système de préparation psychologique, médiatique, des opinions fragiles, puisqu'on est dans un siècle de l'émotion et pas de la raison. On revient aux européennes. Vous disiez qu'il n'y avait pas de deadline, mais enfin, il y a quand même le RN qui a lancé sa campagne, suivi par Reconquête, suivi par Renaissance. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces lancements, Nicolas Dupont-Aignan ? Reconquête, il y avait beaucoup de monde. Sur certains sujets, vous n'êtes pas si éloigné de Marion Maréchal. Non, mais je trouve qu'il y a quand même cette obsession, que c'est une campagne monofonction. Ils n'ont pas parlé d'Europe, très peu. C'est-à-dire monofonction ? L'islam. Or, il y a évidemment un problème d'intégrisme, il y a un problème d'immigration, il y a un problème de sécurité. Il n'y a pas un sujet avec l'islam ? Bien sûr qu'il y a un sujet. Mais est-ce que c'est de parler que de ça qui fait un projet politique ? Moi, je ne crois pas. C'est un des éléments fondamentaux, oui, mais il y a énormément de Français musulmans, républicains, qui aiment la France, qui sont très patriotes. Ils étaient aux manifestations sur le Covid. Et j'ai toujours une réticence à cet amalgame permanent
politique permanent. Et je l'ai dit, je leur ai dit d'ailleurs. Donc c'est ce qui me sépare de Reconquête. Et puis sur l'Europe, s'ils croient qu'avec Mélanie, ils vont changer l'Europe, à mon avis, ils se trompent. Je voudrais revenir sur Brexit-Frexit. Donc je pense que la liste Reconquête est une liste qui va faire de l'eau tiède au Parlement de Strasbourg. Voilà. Et que voter Reconquête n'apportera pas grand-chose, en tout cas pour ceux qui veulent défendre l'indépendance du pays. Parce que Reconquête est plus c'est vers eux, vous alliance... pensez qu'il y a un vivier qui peut voter pour vous? Non, mais je pense qu'ils se trompent quand ils pensent qu'ils vont pouvoir changer l'Europe en faisant alliance avec les Polonais, les Hongrois, parce qu'ils nous coûtent cher, les Polonais et les Hongrois. Bon. Donc, moi, je doute un peu de ça. Voilà. Alors, c'est mieux, évidemment, je préfère qu'il y ait des députés Reconquête avec des Polonais, des Hongrois, pour éviter Van der Leyen, attention. Parce que Bellamy, alors là, on a Van der Leyen, parce que alors là, Bellamy, c'est le summum du faux cul. Qui a fait 8% aux dernières, d'ailleurs. Oui, mais c'est faux cul, excusez-moi. Enfin, je veux dire, tout est possible. C'est-à-dire que Bellamy, qui est très bien un homme honorable d'ailleurs, mais je ne sais pas si c'est l'idiot utile de Van der Leyen ou pas, c'est-à-dire qu'il appartient au groupe PPE, ils sont dans le groupe PPE, qui a choisi Van der Leyen. Et ils disent, ah non, on n'est pas avec eux. Enfin, ça suffit. Donc je dis aux électeurs, alors là, la contrefaçon la plus forte, c'est Bellamy. Ne votez pas républicain. Ne votez pas républicain. Alors, si vous aimez Bellamy, votez Marion, mais sinon, ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Donc, je pense que Bellamy est une imposture totale, même si c'est un garçon intelligent et respectable. Et le RN, Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, lui, il fait une campagne de présidentielle. Donc vote utile. C'est-à-dire vote utile, je ratisse large. Mais on voit bien que s'il y a des choses qui vont dans le bon sens, moi, je vais plus loin. Je vais vous donner un exemple très simple. Tout à l'heure, vous parlez, d'Union des souverainistes, mais on se souvient quand même tous que vous aviez rejoint Marine Le Pen. Mais quand même. Tour, oui, je suis fier. Vous parlez encore avec je suis fier, oui, bien sûr. Je suis fier. C'est quoi l'état de vos Parce rapports? qu'attendez, en 2017, ils ont tous voté Macron. Moi, j'ai vu avant l'heure qu'il était dingue. Donc j'ai voté Le Pen et j'assume totalement. J'ai un accord de second tour avec Le Pen. D'ailleurs, si un jour je suis en tête avant elle, j'espère qu'elle votera pour moi. Donc voilà, j'ai un accord de second tour. En revanche, au premier tour, nous sommes différents et nous sommes libres. Et nous sommes de vrais partenaires. Je ne l'ai jamais agressée. Elle ne m'a jamais agressé. Je ne l'ai jamais insulté. Elle ne m'a jamais insulté parce que nous savons que nous gouvernerons un jour ensemble. Alors c'est quoi la différence entre Dupont-Aignan et Bardella, par exemple? Sur l'Europe, je suis plus radical. Tout simplement plus souverainiste. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Je pense qu'il faut rétablir les frontières. Lui pense qu'il faut rétablir les frontières uniquement pour les ressortissants des pays tiers. Ça paraît con comme nuance, mais c'est très important pour moi. Parce qu'une frontière, c'est une frontière. On ne sait pas à l'avance si le type il est ressortissant d'un pays tiers ou machin. Il faut qu'il le déclare lui-même. Donc si vous faites une frontière que pour les ressortissants de pays tiers et pas pour les Européens, vous allez avoir des ressortissants de pays tiers qui vont se mettre dans les Européens, et puis ceux qui seront rentrés par un autre pays seront européens, donc ils vont pouvoir rentrer chez nous. Donc c'est la demi-mesure par excellence qui ne marchera pas. Bon, ça peut plaire, c'est malin, ça rassure les gens qui voyagent, et ça montre qu'on est ferme. Mais c'est pas opérationnel. Je lui ai dit à Jordan Bardella. Donc, vous en pensez quoi de Jordan Bardella? Parce que c'est un garçon très brillant. Beaucoup de gens disent que le système est en train de le faire monter. Non, mais moi, je vais vous dire, je voudrais qu'arrête chez les souverainistes. Comment vous dire? Je voudrais qu'arrête chez les souverainistes cette tentation sectaire de toujours critiquer ceux qui sont proches de nous, même Parce que là, au niveau des invectives, Asselineau sur Bardella, ça avait été fort de café. Mais c'est ridicule. Je préfère Bardella à Macron, point. Donc, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec Bardella sur tout. Et j'ai au contraire envie de peser pour que Bardella évolue. Mais arrêtons avec ce système qui nous exclut de la vie politique, à toujours critiquer. C'est ce qu'a fait Zemmour, qui a passé sa campagne à insulter Marine Le Pen. Ça aboutit à quoi? À l'échec de tout le monde. J'ai des désaccords avec Marine Le Pen sur certains points, j'ai des points d'accord. Donc c'est lesquels les principaux? Le principe, sur le Covid, on a été différents. J'ai été moi-même. Nous sommes différents sur certains points, mais nous avons une solidarité de second tour. Je vous rappelle d'ailleurs, je tiens à saluer, parce que là vraiment, je m'écarte un peu de mon rôle de journaliste, mais je tiens à saluer que lors de la discussion sur une loi, on n'a
peut parler de cet article 4 sur la fameuse dérive sectaire, mais qui était finalement qu'un prétexte pour museler Didier Raoult, qu'on a reçu d'ailleurs quelques semaines ici. Vous avez été un des seuls, si ce n'est même le seul, à vraiment porter haut dans cette assemblée votre opposition à ce texte. Je préférais être plus nombreux, je vous assure. Bon, enfin ça c'est une autre histoire. Et la situation est grave finalement, parce que très grave. Sur le plan de la liberté d'expression. Mais je voudrais qu'on vienne à l'Europe. Mon projet sur l'Europe, c'est le Bruxit. C'est quoi? Alors c'est quoi le Bruxit? Parce que je voudrais être clair. Le Frexit. Le Frexit, c'est l'issue de secours. D'abord, c'est Asselineau. Faut pas lui dire, sinon. Non, le Frexit. Si vous parlez du Frexit et que vous le citez pas. C'est Florian Philippot, autant qu'Asselineau. Bon, personne n'a de droit. Ah ouais, parce qu'il est très très à cheval là-dessus. Le Frexit, c'est quoi? C'est l'issue de secours. D'accord? On emprunte l'issue de secours en dernier recours. D'accord? Le Bruxit, c'est quoi? C'est, on en finit avec l'Union européenne. C'est fini, l'Union européenne. Je sors Bruxelles. C'est Philippe de Villiers qui a inventé ce terme, et je le trouve assez malin. Le Bruxit, c'est on expurge, on purge Bruxelles. C'est fini. La Commission, c'est fini. On rétablit les frontières. Philippe de Villiers, vous ne pourriez pas l'agréger dans votre combat, là? Je finis parce que là, c'est très important. On ne donne plus d'argent, c'est-à-dire qu'on vide de sa substance l'Union européenne. Elle est finie. Mais la différence avec le Frexit, c'est qu'on part pas tout seul dans l'escalier de secours, c'est qu'on fait ce Bruxit avec plusieurs pays. Ceux qui veulent, ceux qui suivent la France. Et on passe de ce que j'appelle l'immeuble Union européenne, la copropriété Union européenne, à un lotissement de maisons individuelles où il y a plusieurs maisons avec chacun son jardin, sa clôture, ses frontières. L'Europe des nations dont parlait l'Europe des nations. Jean-Marie Le Pen, je crois, à l'époque. De Gaulle surtout. L'Europe des nations, libre. Alors vous allez me dire, pourquoi le Bruxit et pas le Frexit? Parce que c'est la grande question qu'on m'envoie à tous les... Vous n'êtes pas Frexiteur et tout. Pourquoi? Parce que je dis qu'avant d'emprunter tout seul l'escalier de secours, ce que je ferais volontiers, donc je ne suis pas anti-Frexit. Si je n'ai pas la solution du Bruxit, je fais le Frexit. Et ce sera par référendum. Mais avant d'emprunter l'escalier de secours, le Frexit, je pense plus utile de faire le Bruxit avec d'autres. Si les Italiens retrouvent du courage avec nous, parce que nous, c'est nous qui payons, eux, ils reçoivent. Donc ils ne peuvent pas faire ce qu'on peut faire. Si les Italiens, si les Hongrois, si quelques pays veulent sortir de l'Union européenne ensemble, il n'y a plus du tout d'Union européenne. On dynamite l'Union européenne et on reconstruit l'Europe des nations libres, c'est-à-dire cette résidence, ce lotissement individuel, de maisons individuelles. Chaque maison, c'est chaque pays. Chaque clôture, c'est chaque frontière. On a son jardin, on n'a plus ce syndicat cariate qui gère l'immeuble, on n'a plus des dépenses folles. Vous savez que dans un lotissement, tous les Français savent que dans un lotissement de maisons individuelles, on a très peu de dépenses communes. Mais on va prendre l'apéro avec son voisin, on n'est pas des ennemis, on ne part pas en pleine forêt dans une hutte. Bon, donc, vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je suis convaincu que les Français peuvent être convaincus de ce Bruxit. Parce que les Français, ils veulent garder la maison à côté. Ils veulent rester dans un village. Ils veulent chacun leur maison, mais ils veulent être dans un village européen. Le Bruxit, c'est le village européen. C'est mieux que le grand ensemble de l'Union européenne. C'est fini l'Union européenne. Et je pense que la France a la capacité de faire ça. Si la France n'y arrivait pas, c'est-à-dire que si on se retrouve avec tout le monde qui nous fait un bras d'honneur en disant on préfère Van der Leyen, à ce moment-là on fera le Frexit, on prendra l'issue de secours et puis on fera notre maison tout seul. Mais je pense que les Français préfèrent le Bruxit au Frexit. C'est une nuance. Je dirais que c'est surtout, en fait, dans le temps, une étape. Avant le Frexit, il faut une étape intermédiaire pour essayer de fédérer des États, des nations qui feraient comme nous. Et je pense que c'est la meilleure solution. Voilà pourquoi je maintiens cette idée. Alors on me dit, oui, vous n'êtes pas un vrai souverainiste parce que tatati. Qu'est-ce que veulent les Français ? D'abord, il faut les convaincre, parce qu'il faut, en fait, le Bruxit ou le Frexit, ça se décide pas à l'élection européenne entre nous. Ça se décide à l'élection présidentielle. Je suis convaincu que les Français aujourd'hui ne sont pas prêts pour le Frexit. Convaincu. Je suis convaincu en revanche qu'ils sont prêts pour en finir avec l'Union européenne. Et que donc il faut présenter un projet à nos partenaires
Ceux qui l'acceptent viennent avec nous, ceux qui le refusent restent avec Van der Leyen. Je vous demandais la différence avec Bardella là-dessus. Bardella, je pense qu'il est plus pour ce que j'étais en 2019. En 2019, je pensais qu'on pouvait simplement changer de syndic. Changer le syndicat de copropriété, pas mettre Van der Leyen, et c'est un peu la théorie de Marion Maréchal et de Bardella. En fait, Marion Maréchal et Bardella veulent changer l'Europe actuelle, veulent changer l'Union européenne. Ils ont du mérite d'ailleurs. C'était ma position avant. Et je vois pas pourquoi je passerais ma vie à les insulter, alors que c'était ma position, et que ce sera toujours mieux d'avoir eux que d'avoir Macron qui veut créer une dictature européenne. Mais, en fait, vous voyez bien qu'il y a une gradation. Il y a les Frexiteurs purs, Philippot, Asselineau, mais je pense que Philippot est moins sectaire qu'Asselineau, donc Philippot pourrait avec moi faire une liste. Et puis il y a le Bruxit, c'est-à-dire vraiment on rompt avec l'Union européenne, mais on reconstruit une Europe des nations libres. Et puis il y a Bardella qui veut changer l'Union européenne un peu plus fortement que Bellamy. Et puis il y a Bellamy, alors là, qui est entre les deux, et puis vous avez ceux qui sont pour aller plus loin encore. Et je pense qu'on ne doit jamais critiquer ceux qui sont contre Van der Leyen, on ne doit jamais critiquer ceux qui sont contre Macron, et on doit laisser le choix aux Français, puisque c'est un scrutin à un tour proportionnel. Si vous êtes déchaîné sur le Frexit, vous votez Asselineau. Si vous êtes un Frexiteur intelligent, vous votez Dupont-Aignan, Philippot, j'espère ensemble, parce que c'est un paquet global. On commence par une renégociation complète. Si on arrive à détacher des pays qui veulent sortir, on sort à plusieurs. Si on ne peut pas sortir à plusieurs, on sort seul. Et en tous les cas, je m'engage sur un référendum. Je m'étais déjà engagé en 2022 sur un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et c'est pourquoi d'ailleurs Philippot m'avait soutenu. Et Gallois. Donc, ne créons pas des guerres de tranchées sur des... Vous savez, il y a ce prince qui ne voulait pas adopter le drapeau tricolore et qui n'est jamais revenu parce qu'il voulait le drapeau blanc. Ne nous écharpons pas entre souverainistes sur Frexit dur, Frexit coordonné, Bruxit sorti à plusieurs. Qu'est-ce qui compte ? C'est qu'on bloque l'Union européenne, c'est qu'on en finisse avec cette structure et qu'on reconstruise une Europe des nations libres pour la paix. Et en ce moment, qu'on freine Macron. Plus il y aura de gens qui votent pour la paix, parce que moi je ne me suis pas abstenu, j'ai voté contre, plus on sera puissant. Voilà. Et arrêtons dans les milieux souverainistes cette guerre ridicule de maternelle. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.